une des plus grosses revendications, c'était acquérir de l'autonomie pour les deux, enfin, je veux dire pour la famille comme pour la personne. Mais où il a fallu mettre en place justement ce côté accompagné. Maintenant, c'est difficile dans une ville comme Bruxelles, comme toute grande ville aussi, où la question du logement déjà se pose. La question aussi des logements dits sociaux, on appelle ça des logements sociaux, où on a beaucoup trop peu de logements sociaux, donc déjà ça. Et les logements accompagnés encore plus, mais qui se retrouvent presque au bout de la ligne, là, malheureusement. Donc ce qu'on a quand même essayé de faire évoluer et qui commence à exister, c'est d'essayer de mixer les deux. C'est que quand une commune, par exemple, construit des logements sociaux ou dits moyens, des logements publics, elle réserve une partie de ces logements à des personnes porteuses de handicap, avec un accompagnement aussi. Donc ça veut dire qu'on n'a pas une maison rien que, disons, avec 20 personnes porteuses de handicap, mais que c'est beaucoup plus mélangé. Il y a certains exemples, comme il y en a un ici à Olieu qui existe maintenant. Moi je pense que, et c'est un peu ce qu'on a voulu développer, avec les mêmes budgets, on pouvait développer des accompagnements tout en faisant en sorte que les personnes puissent rester soit dans leur famille, soit de manière indépendante avec des services qui sont des services accompagnés. Ce qu'on a quand même pas mal développé et où il y avait une vraie demande. Puis il y a tout l'aspect des associations qui sont tout aussi importantes à soutenir, qui sont tous ces centres d'accompagnement. C'est ce que j'appellerais presque le côté moins visible de l'iceberg, parce que c'est toujours les briques et les places en institution dont on parle. On parle beaucoup moins de tout ce qui est cet accompagnement qui fait que la vie soit possible pour travailler, pour aimer, pour faire une famille, pour tout, quoi. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui n'avait pas du tout été examiné, et donc on a quand même lancé, je pense, au moins 2 colloques sur cette question qui était vie affective et sexuelle des personnes handicapées. Je trouve que c'est important de dire les deux. En invitant aussi des responsables d'associations de personnes porteuses de handicap de l'étranger, parce que dans certains pays aussi, on se posait la question aussi de la législation par rapport à ces questions-là, qui avaient des avancées dans certains pays qu'on n'avait pas en Belgique. Là, on a vu qu'il manquait pas mal de choses. Il manquait déjà des espaces de parole. Il manquait aussi certains accompagnements individuels, discutant aussi avec des personnes porteuses de handicap, des personnes qui avaient un handicap physique. C'était l'accompagnant pour les gestes sexuels. C'était une question qui se posait et où on se rendait compte que ça existait, mais qu'il n'y avait pas non plus de reconnaissance, ou qu'il y avait quelque chose qui était clandestin. Et donc les questions restent quand même posées. Aujourd'hui, toutes les réponses ne sont pas apportées. Il y a moyen de prendre des législations pour avoir certaines reconnaissances, ce qui n'a pas véritablement été fait. Je pense que la sensibilisation, elle peut venir du côté de l'enseignement et de l'éducation. Je pense que si on n'apprend pas directement dès le plus jeune âge au respect, à l'inclusion par exemple aussi dans l'enseignement dit traditionnel, on n'y arrivera pas. Donc c'est une question aussi qui se pose vraiment dès le plus jeune âge, et quand on y pense, c'est les enseignants aussi qui doivent être prêts